Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien. Bien dans son job, bien sûr. Les actifs sont-ils si actifs que ça? Pas si sûr. Certaines données suggèrent que les employés de bureau seraient même plus sédentaires que les seniors. Zoom en début d'émission sur une solution qui lutte contre la sédentarité des salariés. L'application Keeplean propose à quelques 100 000 utilisateurs déjà des exercices quotidiens pour booster leur activité physique. Dans le Rex du mois, aujourd'hui, le sponsoring sportif, l'atout charme des entreprises. Le groupe Emeria, anciennement Foncia, a choisi, lui, d'apposer son nom sur le maillot de rugby du Racing 92. Un moyen de redorer l'image d'une organisation et d'attirer les talents pour son directeur de la communication. Dans le grand entretien, on reçoit ce jeudi Thibault Langsade, ancien vice-président du MEDEF, aujourd'hui PDG du groupe Jouve. Nous aborderons avec lui les défis auxquels sont confrontées les entreprises en ce début d'année. L'idée d'un pass sanitaire en entreprise, le télétravail obligatoire. Nous parlerons aussi évidemment avec lui du partage de la valeur au sein des organisations et de ce qu'il reste à faire pour renforcer les dispositifs d'intéressement et de participation des salariés, sujet sur lequel il a publié un manifeste en octobre dernier. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, les soft skills sont au programme, indispensables pour évoluer au sein du monde professionnel, notamment au moment du recrutement. Les employeurs ne recrutent plus des personnes qui savent faire, mais des personnes qui s'adaptent. La start-up Praditus vous aide à identifier ses compétences et à les valoriser. Son fondateur sera notre invité. Comme promis, on commence par bien dans son job. La sédentarité, véritable fléau chez les employés de bureau, assis devant leur ordinateur 5 jours par semaine ou plus. Les conséquences sur leur santé peuvent s'avérer des fois dramatiques, d'où l'application mobile Keeplean qui propose des parcours de santé centrés sur l'activité physique, que ce soit des jeux connectés, des séances d'activité physique en visioconférence ou encore des quiz santé. Nous recevons son fondateur Vincent Tarot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Pourquoi les salariés de bureau sont-ils particulièrement touchés par cette sédentarité ? Parce que la plupart d'entre eux sont assis toute la journée. C'est le premier facteur. Il faut savoir que le travail aujourd'hui, même au-delà de l'activité tertiaire, est le premier facteur de sédentarité. Les chiffres, grosso modo, sont assez impressionnants. Un adulte sur deux est en situation de sédentarité. La sédentarité, c'est quoi en 2 mots? Vous connaissez tous le fameux nombre de pas que vous pouvez suivre sur votre téléphone. On considère qu'on est sédentaire quand on fait moins de 5000 pas par jour. Je vous laisse regarder votre téléphone, on est très nombreux à l'être. Voilà. Quelles sont les conséquences, Vincent Tarot, de la sédentarité justement sur la santé d'un salarié de bureau en l'occurrence? Alors, il y a différents types de conséquences à très long terme. La sédentarité est un facteur qui provoque les maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont les maladies du style de vie. On pense au cancer, aux maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Et puis à court terme, c'est aussi un facteur de bien-être et de qualité de vie. On sait tous que quand on est un peu actif, on l'a tous vécu, et on est un peu plus en forme, on a plutôt la pêche et on est bien dans sa tête aussi. Pour l'entreprise aussi, ça a des conséquences, Vincent Tarot, j'imagine, hausse de l'absentéisme, des arrêts maladie à répétition. Pour l'entreprise aussi, il y a des conséquences. Tout à fait. La sédentarité est un facteur qui désorganise les entreprises, puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'un collaborateur sur 5 est en situation de maladie chronique. Donc aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui, pour la plupart, ont des difficultés à rester dans leur emploi, donc sont plus absents, créer des difficultés d'abord pour eux-mêmes et pour leur entreprise. On arrive à identifier que c'est au bureau qui aujourd'hui, sont tombés malades ? Non. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nos styles de vie sont sédentaires. Certains styles de job sont un facteur aggravant, mais il serait dur de dire que c'est uniquement au travail. Est-ce que la prise de conscience, elle s'est opérée au sein des entreprises, ou alors est-ce qu'encore le sujet est encore, je ne sais pas, un peu sous-estimé ? Alors je dirais que le Covid là-dessus a complètement fait mûrir les mentalités, puisque la majorité des employés du tertiaire se sont retrouvés, pour certains d'entre eux, en télétravail, et que le télétravail a encore aggravé la situation de sédentarité. Il accentue la sédentarité, le télétravail. Oui, parce qu'en fait... Parce qu'on n'a même pas le chemin pour aller jusqu'au bureau. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que là où la majorité des employés mettent de l'activité physique, c'est sur le trajet domicile-travail. On leur enlève ça.
vous naviguez de la cuisine au salon, c'est un peu juste pour être actif. Donc il y a eu cette prise de conscience pendant la crise du Covid. Aujourd'hui, Vincent Tarros, ce sont les entreprises qui font appel à vous ou les salariés individuellement? Comment ça se passe? Alors non, ce sont les entreprises qui nous demandent d'intervenir, de déployer notre application pour les aider à justement contrer les effets de cette sédentarité. Combien sont-elles aujourd'hui alors à utiliser Kipling? Et est-ce qu'il y a des secteurs peut-être en particulier qui font plus ou moins appel à vous? Oui, alors on travaille de manière assez large avec tout type d'entreprise, mais c'est vrai que le secteur des services est plus représenté pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Ce sont des jobs qui sont très sédentaires. L'année dernière, on a travaillé pour plus de 250 entreprises sur l'ensemble du territoire. On travaille essentiellement pour des PME, des ETI et des grands groupes, puisque aujourd'hui, je dirais que l'effet de la sédentarité, il est d'autant plus important qu'on a des effectifs et qu'on est un grand employeur. Cette application, elle s'adresse, on en parlait tout à l'heure, vous parliez des maladies chroniques, est-ce qu'elle s'adresse justement peut-être plus particulièrement à des gens qui souffrent déjà vraiment de la sédentarité ou est-ce qu'elle s'applique à tout le monde? Alors, on a deux niveaux d'intervention. On a un niveau d'intervention dans lequel on fait jouer, puisqu'on est un éditeur de jeux de santé. Nous, pour faire... voilà. On intervient en prévention primaire et là, c'est accessible à l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient. Et puis, on a un parcours un peu plus cadré qui dure entre 3 et 6 mois et là, qui s'adresse aux collaborateurs qui sont déjà atteints de maladies chroniques, qui sont en situation de traitement et qui, là, ont des difficultés à rester dans leur emploi ou à revenir à l'emploi une fois le traitement terminé. Donc, je parlais tout à l'heure, en préambule de cette émission, je parlais d'exercices, de quiz santé. Quelles sont les offres qu'on peut trouver aujourd'hui sur Kipling? Est-ce que aussi, ce sera une deuxième question, qu'est-ce que ça implique comme réorganisation aussi du temps de travail? Combien de temps ça prend par jour? Voilà, expliquez-nous un peu comment on peut s'organiser autour de cette application. Alors, c'est du temps qui est pris quand le collaborateur le souhaite. Donc, c'est une application, le collaborateur la télécharge et depuis cette application, on a accès à 3 grandes fonctionnalités. La première, celle qui est vraiment le cœur de l'ADN de Kipling, ce sont les jeux de santé. En fait, on considère qu'on sait tous qu'il faut être actif, qu'il faut bien manger, pas fumer, etc. C'est pas pour ça qu'on le met en œuvre. Donc nous, notre angle d'attaque a été de faire jouer les gens avec leur activité de physique pour les aider à être actifs. Et ça fonctionne très très bien. Et puis il y a 2 autres fonctionnalités qui aident les collaborateurs à retrouver le goût de l'activité. Ce sont effectivement ces séances d'activité physique en visio où là le collaborateur se connecte comme bon lui semble. Ça peut être au travail, ça peut être chez lui. On a une offre et des créneaux suffisamment avant le matin tôt, le midi, le soir, pendant les heures de boulot. Et là, ce sont des séances avec des enseignants en activité physique qui vont aider le collaborateur à, insérer de l'activité physique dans son quotidien. Ça peut être sujet de posture au travail, ça peut être de la relaxation, ça peut être des sujets qui concernent vraiment les actifs sens large. Et donc ces temps-là pris pour s'occuper un peu de soi, ils sont complètement acceptés par l'employeur? Oui, j'imagine, si c'est eux qui font appel à vous, c'est complètement accepté. Oui, parce qu'aujourd'hui, tout le monde comprend bien que ce sujet-là, il est autant personnel que professionnel et que cette fameuse limite temps de vie perso-pro, bon, d'une part, dans des contextes comme actuellement, a complètement éclaté. Et la santé, c'est un sujet professionnel comme un sujet personnel. Vincent Tarros, pourquoi le jeu, vous avez un peu abordé, donc c'est vrai que c'est ce qui vous différencie Kipling, c'est que vous axez votre travail et votre solution autour du jeu. Pourquoi le jeu? Qu'est-ce que ça apporte en plus, justement? Alors le jeu a plein d'intérêts. Le premier, c'est que ça nous permet d'aller chercher les gens qui sont fâchés avec le sport. Nous, l'idée dès le départ n'a pas été de convaincre les sportifs. Je dirais, on les aime beaucoup, mais ils n'ont pas trop besoin de nous. Nous, on va chercher les gens qui sont un peu fâchés avec l'activité physique et le sport. Et le jeu a de ça qu'il nous permet. On engage à peu près plus de 60% des effectifs des entreprises qui viennent vers nous. Donc on va bien au-delà des simples sportifs. Ça, c'est le premier point. Et puis deuxièmement, le jeu, il est très pédagogique. Il vous met en situation du changement, mais sans vous expliquer vraiment ce qu'il faut faire. Et une fois que vous avez inséré de l'activité physique dans votre quotidien, sur votre trajet pour aller au travail, chercher vos enfants, enfin j'en sais pas, bref, et ben vous vous êtes rendu compte que c'était assez simple. Et ça, c'est le jeu qui vous y emmène sans vous expliquer, sans vous coacher, sans vous forcer. Avec quel profil alors d'experts, expliquez-nous, avez-vous travaillé justement pour l'élaboration de cette application? Alors on a un comité scientifique avec qui on travaille depuis maintenant 2 ans, qui sont des spécialistes de l'activité physique adaptée.
sont des gens qui travaillent beaucoup autour notamment des thérapies via l'activité physique adaptée. Il faut savoir que notre solution est aussi utilisée par des établissements de santé pour aider aux soins de gens qui sont suivis dans des établissements de santé. Et c'est avec ces experts-là qu'on a mis en place nos jeux, qu'on les a créés, qu'on les a designés pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Est-ce que vous les appliquez On essaye. Après, on est comme chacun d'entre nous. Voilà, il y a des périodes qui sont plus simples que d'autres. Voilà. On a parlé des conséquences tout à l'heure sur la santé, donc de la sédentarité. Maintenant, j'ai envie de parler des conséquences positives, des bénéfices pour la santé, justement, de cette activité physique un peu ponctuelle comme ça. Quelles sont les conséquences sur le long terme ? C'est un style de vie qui permet d'éviter ce qu'on se disait, les maladies chroniques. Ouais. Et ces maladies chroniques, elles sont un facteur de fragilité. On le voit aussi, là encore, dans la crise sanitaire. Les malades chroniques sont ceux qui sont les plus touchés, les plus à risque. Donc, je dirais, être un peu plus actif au quotidien, c'est une vraie force. Et il faut savoir de quoi on parle. Notre mission, nous, on le dit souvent, chez Kipling, c'est insérer entre 15 et 30 minutes d'activité physique modérée dans la vie des gens par jour. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et quand on parle d'activité physique modérée, concrètement, c'est de la marche à pied. C'est pas, on vous demande pas d'aller courir un marathon de midi, c'est pas le propos. Peut-on s'attendre, dernière question, il nous reste quelques secondes, selon vous, Vincent Tarot, qui est dans ce secteur, oui, à un vrai changement d'organisation dans les entreprises dans les années à venir. On est au tout début, là, justement, les employeurs prennent conscience, en effet, qu'il faut se focaliser sur le bien-être de ses salariés. On peut s'attendre, là, dans les 5-10 années à venir, oui, il y a des changements radicaux dans les organisations. Je crois, il y a 46% des employeurs mettent des choses en place aujourd'hui, et puis le vieillissement de la population, malheureusement, fait que ces maladies chroniques vont être très présentes dans les entreprises. Donc les employeurs vont devoir effectivement travailler et mettre des outils en œuvre. Ça, en tout cas, nous, on en est convaincus. Et vous êtes optimiste. Merci beaucoup, Vincent Tarot, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'application Kipling. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le Rex du mois. Le Rex du mois vous est présenté par Foncia. Le Rex du mois, le sport ou le sponsoring sportif peut-il booster le recrutement ? On en parle aujourd'hui avec Frédéric Fougera, directeur de la communication d'Emeria. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Frédéric Fougera, vous n'êtes plus directeur de la communication et de la RSE du groupe Foncia, mais directeur de la communication d'Emeria. Pourquoi ce changement de nom ? Expliquez-nous. Alors en fait, j'ai pas changé de fonction ni d'entreprise, mais il y a eu un renaming, comme on dit, du groupe Foncia, qui portait en fait le même nom que sa marque principale en France et son formidable réseau de 500 agences immobilières et de cabinets d'administration de biens. Et à un moment de son histoire très tourné vers l'internationalisation, il était utile d'éviter d'entretenir une confusion, un amalgame entre une très grosse marque du groupe française et puis le nom du groupe au niveau européen. Et donc un choix a été fait, et c'est le bon moment dans notre histoire de changer de nom uniquement pour la holding, ce qui ne change rien ni pour nos marques ni pour nos clients. Non, mais c'était aussi important de le préciser pour nos téléspectateurs qui vous ont déjà vu plusieurs fois dans Smart Job et qui voulaient peut-être savoir pourquoi ce changement de nom. On va parler donc avec vous aujourd'hui du sport, notamment du sport amateur. Peut-il permettre de construire, alors c'est ce que vous allez nous dire, une image, ou de construire ou travailler d'ailleurs une image employeur ? Déjà, de façon générale, le sport, c'est un vecteur de communication très puissant. Et donc le sport, quand une marque peut s'associer à un événement ou un club sportif, ça nécessite des moyens. Ça permet effectivement de booster son image et donc sa notoriété, parce que le sport, c'est vecteur de valeur, c'est très médiatique, ça touche énormément de personnes. Donc c'est un très bon moyen de travailler son image et donc son image employeur. C'est aussi une image de proximité. Donc tout ça peut participer à construire l'image employeur. Faut-il encore en avoir les moyens ? Oui, parce que le sport, on va revenir en effet sur les moyens. Le sport est bon pour l'image d'une marque, c'est indéniable. Le sport véhicule quelque chose de positif. Mais le sport, ce n'est que du positif. D'abord, dans sa façon on pratique du sport pour se faire du bien. On consomme du sport. Le verbe n'est pas très joli, mais quand on consomme du sport, c'est un moment plaisir. Que l'on soit chez soi sur son canapé avec des amis, qu'on soit au stade, dans la rue, si c'est un événement qui se passe dans la rue, c'est des moments de convivialité, c'est des moments de bonheur. Donc tout ce qu'il y a autour du sport, c'est plutôt positif. Les valeurs du sport, les valeurs
d'équipe, de solidarité. Voilà, tout est positif autour du sport. C'est pour ça que les marques ne s'y trompent pas, et quand elles le peuvent, quand elles le souhaitent, si ça a un sens aussi avec leur stratégie, avec leur stratégie de communication notamment, c'est bien de pouvoir s'associer au sport ou à une image de sportif. En tout cas, c'est une piste intéressante pour promouvoir son image et son image employeur, parce que c'est ce qui nous intéresse notamment aujourd'hui. Mais en fait, c'est bon pour l'image de façon générale. Et c'est le choix que vous avez fait, vous. Vous parliez tout à l'heure de moyens. La pratique sportive en entreprise, donc est-ce qu'elle est vraiment accessible à tous les budgets ? Alors non, ça dépend vraiment, ça dépend de vos choix de partenariat. Ouais. Et plus vous allez chercher un partenariat qui va être très exposé médiatiquement, mais assurément le coût va être très élevé. Et donc ça va être accessible pour des grands groupes, pour des très grandes entreprises, pour des grandes marques. Ça va être beaucoup plus compliqué pour une petite entreprise, pour une PME. Là, il y a une disparité, mais qui est liée au budget dont disposent les entreprises pour pouvoir faire leur publicité, leur promotion ou travailler leur communication. Donc non, ce n'est pas accessible à toutes les bourses. On parle depuis tout à l'heure donc du sport, moins précisément du sport amateur. C'est là on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai, quand on pense sport, on pense à des grandes compétitions, à des grands clubs sportifs. Est-ce qu'on peut aussi penser, peut-être, quand on est une entreprise comme la vôtre, aussi au sport amateur? Ça peut intéresser aussi une entreprise comme la vôtre? Je pense que c'est une idée judicieuse, oui. Parce que le sport amateur, en réalité, c'est lui le vrai sport de masse. C'est lui qui touche le plus grand nombre de personnes. Alors la difficulté par rapport à un événement sportif ou à un grand club, c'est que le sport de masse, lui, il est éclaté. Oui. Il est éclaté par les disciplines, par les clubs, par les pratiques, par les territoires. Donc, il va falloir trouver une façon de créer de la cohérence, d'avoir une ligne directrice pour arriver à communiquer autour de cet éclatement ou de ce choix stratégique. Mais pour le coup, il concerne beaucoup plus de monde et il est beaucoup plus accessible. Puisque là, vous pouvez, si vous ne faites le choix que de soutenir qu'un seul club, vous pouvez être la boulangerie d'un village et apporter votre soutien et faire figurer votre nom sur le maillot d'un club local. Donc le sport amateur, c'est vraiment un vecteur qu'on peut travailler. C'est pas celui auquel on pense le plus, parce qu'on pense tout de suite gros résultats, KPI, j'investis, il me faut un gros retour sur investissement. Mais en fait, il y a d'autres façons, notamment de contourner les questions de budget pour avoir de la visibilité, pour être présent sur le terrain. Quand on cherche à montrer qu'on est un acteur de proximité, c'est aussi très bien d'être sur le terrain et au plus proche de ses clients, de ses parties prenantes, plutôt que d'être seulement sur des grands écrans de télévision. Donc c'est une super direction. Et est-ce que vous, concrètement, vous avez vu peut-être le changement, comment ça a amélioré votre image de marque, justement, de vous rapprocher de ces petits clubs amateurs? Alors justement, chez Foncia, en fait, on était historiquement partenaire du Racing 92. Nous sommes historiquement, on l'est toujours, partenaire du Racing 92. Donc c'est du rugby, c'est le top 14. Donc là, c'est le gros club, c'est la marque sur le short pour ce qui nous concerne. Et donc c'est une visibilité quand il y a des retransmissions, quand il y a les matchs à l'Arena. Là, il y a une certaine visibilité. On a trouvé que c'était pas suffisant. Et en fait, il se trouve qu'on a été approché par une bande de jeunes. Le mot bande est pas du tout péjoratif dans mon propos, qui ont créé une agence de marketing sportif de proximité. Et en fait, ils sont venus nous dire, nous, moyennant finance, on se propose de vous mettre en relation avec autant de clubs amateurs, donc très localement, au plus près du terrain, pour promouvoir votre image, donc auprès des plus petits. Donc, ce sont des piou-piou qui portent nos maillots, que l'on équipe finalement de tenues de pro, donc ils sont très fiers. Donc des petits clubs de quoi? De rugby, de foot? Alors on a choisi de rester sur le rugby pour garder une cohérence et avoir une lisibilité. Donc Foncia égale rugby, top 14 et club amateur. On a commencé à la rentrée dernière, donc à la rentrée scolaire, donc aussi rentrée des associations, un partenariat qu'on a voulu tester sur 20 clubs, mais finalement on en est déjà à 30, donc ça va très très vite et ça fonctionne très très bien. Les coûts sont extrêmement modestes et grâce à cette agence qui s'appelle All Sponsors et qui fait toute la coordination, qui assure tout le lien entre nous, entre les clubs et la fabrication des tenues et puis leur livraison. Donc il y a un vrai rôle logistique. Eh bien, on équipe, on est devenu l'équipementier de 30 clubs de gamins qui ont des vraies tenues de pro aux couleurs de leur club. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul et unique maillot Foncia dans ces 30 clubs. Il y a autant de maillots que de clubs avec leurs propres couleurs. Il y a juste, ils ont le logo d'un gros sponsor qui figure sur leur maillot. Ce sont des pros et ils sont reconnus. Alors du coup, il n'y a pas de frais d'achat d'espace. C'est quand même le gros budget dans une campagne de publicité. Et on mise plutôt sur la presse locale, sur les réseaux sociaux des familles, des parents qui sont très fiers de voir leurs gamins. De toute façon, ils sont très fiers. Ils sont encore plus fiers de les voir dans des tenues de pro et de s'éclater sur le terrain. Voilà.
avec notre concours. Et de nous, on bénéficie de cette image indirectement, du coup. C'est ça, parce que des coûts, c'est ce que vous nous dites, pas si élevés que ça, finalement, pour l'entreprise. C'est très peu élevé. Là, du coup, c'est des investissements qui n'ont plus rien à voir avec des partenariats de clubs. Et donc, l'effet image... Mais les retombées sont importantes. Vous arrivez à les mesurer? Proportionnellement, les retombées sont énormes par rapport au coût de club. Elles restent faibles, il ne faut pas se mentir. Elles sont faibles dans l'absolu, mais au regard des investissements, elles sont énormes. Et ça permet vraiment à une marque d'être présente sur le terrain et de jouer son rôle et d'afficher son rôle d'acteur de proximité. C'est notre besoin. Quand on est un grand réseau national, on oublie qu'on est autant... Enfin, Foncia, c'est 500 agences dans toute la France. On pense d'abord qu'on est un grand réseau là-haut. On oublie qu'en fait, on est 500 acteurs de terrain. Et donc ça participe à montrer cette image. Je pense que pour tous les acteurs du service, tous les acteurs en réseau, c'est une bonne solution pour promouvoir son image au plus près de ses clients et de ses parties prenantes. Vous parlez du réseau, justement. Ça vous permet aussi peut-être de l'élargir, ce réseau aussi, d'être au plus près des citoyens? Ça permet effectivement de créer beaucoup de relations publiques parce qu'évidemment, on est allé sponsoriser des clubs dans les villes dans lesquelles nous avions des agences. Et donc, du coup, ça permet de faire des événements avec les élus, avec la presse, avec des clients, avec des prospects. Ça permet d'organiser un petit événement pour remettre les maillots. Ça permet d'être associé à des événements locaux, et évidemment sportifs, mais aussi autres. Ça permet aussi de jouer un rôle d'acteur local, pas seulement une activité immobilière pour ce qui nous concerne, mais ça permet effectivement donc du coup d'élargir son réseau et donc de faire des relations publiques, pas seulement de la communication dans le sens affichage d'image. Frédéric Fougera, vous parlez donc de booster son image de marque. Auprès de qui, en fait, finalement? Est-ce que c'est boosté auprès de ses clients? Est-ce qu'elle est boostée aussi auprès peut-être de futurs talents potentiels qui seraient intéressés d'aller travailler chez vous, justement parce qu'ils voient que vous travaillez avec des clubs sportifs? Dans des réseaux comme les nôtres, le recrutement, c'est une question vraiment clé. Et donc, il faut vraiment montrer qu'on est présent, il faut vraiment montrer qui on est, il faut créer de la relation avec les gens, c'est ce que vous disiez. Donc, publier une annonce dans la presse locale, c'est pas forcément ou l'afficher sur une de nos vitrines, c'est pas forcément suffisant pour toucher les personnes que nous souhaiterions rencontrer. Il faut aller vers ces personnes. Et donc, il faut créer des occasions, des prétextes, des événements pour aller vers ces personnes. Et là, tout d'un coup, quand vous échangez avec une famille pour laquelle vous remettez une tenue pour un des enfants ou plusieurs, du coup, vous parlez aux parents, vous parlez aux cousins, aux oncles, aux tantes. Et c'est autant de façons de s'adresser à des publics qu'on ne toucherait pas forcément directement. Et voilà, c'est le bouche à oreille qui commence. Et on commence chacun à parler de ses situations. Moi, je cherche un emploi. Moi, je cherche un collaborateur. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer. Et voilà comment le recrutement peut être facilité grâce à cette opération qui n'est pas pensée directement pour ça, mais qui sert beaucoup de sujets de l'entreprise et notamment le recrutement. Merci beaucoup Frédéric Fougera d'être venu nous parler aujourd'hui de sport amateur, de sponsoring sportif. Je le rappelle, vous êtes directeur de la communication d'Emeria. Merci beaucoup et merci d'avoir peut-être donné des idées aussi à plein d'entreprises qui voudraient peut-être se lancer dans l'aventure du partenariat avec des clubs sportifs et des clubs amateurs. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont vécu 2 années assez difficiles en plus en sortant du Covid. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Thibault Langsade, PDG de Jouve dans le grand entretien. À tout de suite. Thibault Langsade est l'invité du grand entretien dans Smart Job. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau, merci beaucoup d'être là. Vous le connaissez peut-être en tant qu'ancien vice-président du MEDEF ou actuel PDG de Jouve, groupe spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Il est aujourd'hui sur notre plateau aussi pour sa casquette d'ambassadeur de l'épargne salariale et de la participation des salariés, auteur d'un manifeste sur la participation et l'intéressement, le dividende salarié. Nous aimerions savoir quelles sont ses recommandations justement pour étendre et renforcer ce dispositif dans les entreprises françaises. Thibault Langsade, première question pour qu'on fasse un peu le constat. Où en est-on de l'épargne salariale en France? Combien de porteurs de l'épargne salariale? Combien d'entreprises proposent ces dispositifs à ses salariés? Bon, aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 50% des salariés qui sont équipés de ce type de dispositif. On parle de participation et d'intéressement parce que ce sont des salariés qui sont essentiellement issus des grands groupes et que ces dispositifs sont obligatoires. Donc, les grandes entreprises ont signé des accords d'intéressement et des accords de participation. Le montant moyen annuel de la participation versée par salarié est d'à peu près 1 500 € et un peu moins pour l'intéressement. Donc, ce sont des moyens qui sont significatifs. Le gouvernement, il y a quasiment 4 ans,
dans le cadre d'un projet de loi de finances, a supprimé le forfait social qui était lié à l'intéressement et à la participation. À l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est un forfait social qui était à 20% payé par les entreprises, et supprimé pour la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des patrons de TPE, PME qui mettent en place ces dispositifs dans les entreprises ne sont pas soumis au forfait social, ce qui fait que ce sont des outils hautement attractifs pour, on va dire, recruter, fidéliser, animer les collaborateurs en entreprise. Et ces dispositifs ont été mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Le gouvernement avait nommé des ambassadeurs pour amplifier, on va dire, l'écosystème entrepreneurial, mais également inciter les branches professionnelles à signer des accords types d'intéressement pour que ça puisse se mettre en place automatiquement dans les entreprises de moins de 5 ans. Et on en est où alors ? Alors, on n'a pas beaucoup avancé. Il y a à peu près une vingtaine de branches qui ont signé des accords types sur 80 branches actives. Exactement sur 220 branches qui couvrent l'ensemble des branches. Et donc, il y a eu une certaine forme de réticence des organisations de branches pour signer des accords d'intéressement. Il y a plusieurs raisons à cela. Oui, c'est ça, réticence, pourquoi ? Alors, il y a eu deux faits majeurs. Il y a eu une faible mobilisation des partenaires sociaux pendant la réforme des retraites, où là, les partenaires sociaux étaient occupés à ajouter contre le gouvernement, ou en tout cas à donner leurs arguments. Et puis, bien évidemment, depuis 2 ans, la crise des Gilets jaunes nous a pas mis le sujet du partage de la valeur au centre des préoccupations des entrepreneurs, qui était plutôt la survie des entrepreneurs. Et donc, ces sujets n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Néanmoins, quand on regarde l'augmentation des dispositifs mis en œuvre d'accords d'intéressement ou de participation dans les entreprises de moins de 50, quand on regarde les organismes financiers qui mettent en place des PERCO, des FCPE, des PE, on a une augmentation en moyenne entre 10 et 15% selon les organismes financiers. Donc, on voit aujourd'hui qu'on est sur une bonne tendance, mais qui ne couvre pas suffisamment les salariés des TPE-PME. Thibault Langsat, d'ailleurs, pour que ce soit assez clair pour ceux qui nous regardent, on parle de participation, d'intéressement. Quels sont aujourd'hui les mécanismes les plus démocratisés, vraiment, au sein des entreprises ? Alors, l'intéressement, je rappelle ce qu'est un mécanisme d'intéressement, c'est le chef d'entreprise avec les partenaires de l'entreprise, donc soit les partenaires sociaux, soit les représentants du personnel. On va essayer de définir des objectifs. Ces objectifs qui peuvent être des objectifs de chiffre d'affaires, qui peuvent être des objectifs de marge brute, qui peuvent être des objectifs d'excédent brut d'exploitation, qui peuvent être des objectifs liés à l'absentéisme, au taux d'accident, voire même à l'engagement de réduction des émissions à effet de serre dans l'entreprise. On fiche ces objectifs et sur la base de l'atteinte de ces objectifs, ça donne lieu à une rémunération. C'est quasiment un bonus, c'est quasiment une prime. Ça tombe bien. Pour les entreprises de moins de 50, c'est pas soumis à charge. Donc, ça permet aux entreprises d'alléger et de mieux rétribuer les collaborateurs. La participation, c'est un mécanisme qui est différent, qui est une quote-part du dividende potentiel que l'entreprise pourrait verser. Donc elle est au plus proche du résultat final de l'entreprise. Et là, dans l'esprit du général de Gaulle, sur les ordonnances de 67, c'est une participation qui est, dans son esprit, un dividende de travail reversé au titre de l'équité aux collaborateurs. Et ça, ce sont des instruments qui sont facultatifs dans les entreprises de moins de 50 et qui sont faiblement utilisés. En revanche, comme c'est obligatoire, ce sont des mécanismes qui fonctionnent bien pour les grandes entreprises. Donc aujourd'hui, Thibault Langsat, pour que ce soit clair, c'est donc dans les PME véritablement que vous souhaitiez voir étendre, élargir ce dispositif. Que recommandez-vous justement pour aller les chercher, ces PME ? Alors, moi je dis plusieurs choses dans le cadre du manifeste que j'ai publié, et je parle d'un dividende salarié. Quand je parle d'un dividende salarié, je ne parle pas d'un nouveau... C'est un mécanisme qui est nouveau. Non, alors... En fait, c'est une participation renforcée, dont je change le terme, qui devient un dividende salarié. La première chose, c'est qu'il faut que toutes les entreprises versent de la participation. Et donc, il faut le rendre obligatoire pour toutes les entreprises. Participation obligatoire pour toutes les entreprises. Oui, à l'exception des entreprises de moins de 11, où je préconise de maintenir le dispositif de la prime PEPA, prime pouvoir d'achat, qui est à la main du chef d'entreprise. En fonction de son résultat, il peut verser une prime à l'ensemble de ses collaborateurs, moyennant une discrimination qui peut s'exercer sur le salaire ou qui peut s'exercer sur l'ancienneté. Donc en fonction du niveau de rémunération et de l'ancienneté de l'entreprise, il peut adapter sa prime. Mais il faut que la participation soit adaptée à toutes les entreprises et déployée dans toutes les entreprises. Le second point,
c'est que je pense qu'il est plus acceptable dans un capitalisme moderne, renouvelé, aspirant à de nouvelles tendances, qu'on puisse verser de la participation, verser du dividende sans participation. Donc vous ne pouvez pas avoir un actionnaire qui prend les dividendes sans verser de la participation. Et donc je préconise une règle de conditionnalité. Le troisième point, c'est qu'il faut maintenant réfléchir à une meilleure simplification de la formule de participation. Et je préconise que pour les entreprises... Alors, si je vous donne la formule de participation, vous voulez connaître le mot ? Elle a l'air compliquée. Oui, parce que c'est le bénéfice net fiscal de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5 multiplié par la masse salariale, divisé par la valeur ajoutée. Alors, une fois que j'ai dit ça, on a perdu tout le monde. Mais surtout, il faut être extrêmement comptable et aguerri pour comprendre l'incidence que ça peut avoir sur votre résultat final. Et je propose que pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, ce soit un pourcentage du résultat net fiscal. Un pourcentage qui est beaucoup plus parlant et il suffit de définir le bon pourcentage. Mais surtout, je propose de doubler le montant de la prime de participation par la suppression du 1,5 dans la formule que je vous ai donnée. Ce qui veut dire que concrètement, pour les salariés qui touchent aujourd'hui en moyenne 1 500 €, à la fin de l'année, c'est 3 000 €. Donc c'est un 13e ou 14e mois qui serait versé aux collaborateurs. Et ça, c'est un amont important. Thibault Langsat, ce dividende salarié, là, ce que vous nous proposez, c'est pour ceux qui proposent déjà ce type de mécanisme au sein des entreprises. On n'est pas sur un élargissement du dispositif, ou si ça donnerait envie aux chefs d'entreprise, justement, selon vous ? Je propose, la formule est définie par la loi, je propose de la simplifier par la loi, je propose d'étendre la participation à toutes les entreprises, et donc... par le biais de mes propositions, ça permettra de mieux, on va dire, répartir la valeur produite. Donc c'est un vrai débat que je propose, que j'ai proposé aux partenaires sociaux, que ce soit à l'ensemble des structures syndicales et patronales. Et j'ai bien évidemment proposé à l'ensemble de nos acteurs politiques de s'interroger sur le fondement de ces propositions. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Thibault Langsat. Vous parliez, en effet, on oublie peut-être trop souvent la rémunération des salariés au détriment de la rémunération des actionnaires. Selon vous, on faisait le constat un peu tout à l'heure, il y a un vrai malaise sur les salaires aujourd'hui en France. Il y a une vraie difficulté, c'est que d'abord on est dans une tendance qui est plutôt inflationniste et tout montre pour le moment que cela va durer. Et donc ça va nécessiter pour les entreprises de taille intermédiaire, pour les PME, pour les TPE, d'avoir cette capacité d'augmentation de la masse salariale. Et donc il va falloir qu'ils augmentent les salaires, tout simplement. Donc c'est de porter une augmentation qui n'est pas forcément simple si on n'en a pas soit la surface financière, soit les perspectives économiques. Et ça nécessitera probablement aussi de mieux associer à la valeur produite l'ensemble des collaborateurs. Et donc, sur la base de résultats auxquels les collaborateurs peuvent s'engager, auxquels l'entreprise peut être en capacité de délivrer, d'avoir une meilleure répartition de la richesse qui permettra là aussi de pouvoir mieux rétribuer le collaborateur. Et donc, tous ces éléments-là qui étaient moins regardés il y a quelques années, parce qu'on voulait tout mettre sur le salaire, eh bien, participer à la création de valeur de l'entreprise et d'en toucher les fruits est aujourd'hui une vraie nécessité. Donc, source d'engagement du collaborateur, en plus d'avoir accès à une participation, à un intéressement sur l'entreprise, source d'engagement, est-ce que dans les faits, c'est vraiment le cas, et ça ? Quand vous êtes... Alors, la difficulté, c'est de s'assurer en tant que chef d'entreprise, on puisse rendre audible l'ensemble de ces mécanismes. Donc, vous êtes chez Bismart, vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, d'audience, de régie. Si on définit ensemble les objectifs et que derrière ça conditionne une rétribution, c'est assez transparent. Mais pour ça, il faut que tous les mois, on soit en capacité de vous donner les réalisations par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Sinon, je vais prendre un terme barbare, mais on peut le dire sur Bismart, c'est du nice to have. Donc tu m'as promis quelque chose, puis on verra à la fin de l'année si c'est tombé. Non, il faut que ce soit utilisé comme des mécanismes qui permettent au mois le mois de comprendre si on est dans la performance collective qu'on s'est ensemble collectivement mis en condition. Sur le dividende salarié, Thibault Langsat, les chefs d'entreprise, ils seraient prêts là aujourd'hui à mettre en place une telle mesure ? Je pense que les chefs d'entreprise seront prêts à mettre en place une telle mesure pour une raison très simple, c'est qu'ils ont 3 sujets qui les préoccupent aujourd'hui. C'est recruter, fidéliser et motiver. Et sur ces 3 critères,
Moi, j'aime beaucoup les enquêtes d'opinion qui disent que les Français ont beaucoup de recul sur la rémunération et que c'est le 5e critère et que le premier critère, c'est la qualité du job, la capacité à prendre de nouvelles responsabilités, la capacité à progresser dans son job, le jugement qui porte sur l'engagement de l'entreprise, sur sa responsabilité sociétale. Et apparaît en dernier le salaire. Mais aujourd'hui, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, le salaire est un prérequis, une condition sine qua non. Et donc, ils en discutent relativement peu parce qu'ils savent très exactement ce qu'ils veulent. Et donc, cette question-là, je pense que c'est encore plus sain si on la traite avec un engagement de résultats collectifs, avec une définition de ces objectifs, et ce sont la pertinence de ces outils. Donc, je pense que les chefs d'entreprise qui ont besoin de faire des efforts pour augmenter on va dire les salaires, et là les négociations vont s'ouvrir, vont regarder avec beaucoup d'intérêt ces dispositifs qui ont été remodelés depuis maintenant 3 ans. Thibault Langsat, justement, qu'attendez-vous des propositions? Vous parlez donc là d'un cadre réglementaire. Qu'attendez-vous des propositions des candidats à la présidentielle sur cette question? Ce qui me préoccupe, c'est que pour le moment... On n'en parle pas c'est pas ça, c'est que le débat, il est encalaminé sur des problématiques sécuritaires, sur des problématiques qui sont importantes et qui, on va dire... nécessite un débat, mais la question du pouvoir d'achat qui est extrêmement présent, personne n'en parle, ou en tout cas, les candidats, quand ils en parlent, compte tenu de l'actualité, sont inaudibles. Quand Valérie Pécresse en parle, elle en parlait hier sur France Info, ça ne déclenche pas une réaction de l'opposition, une dépêche AFP. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce débat-là n'a pas commencé. J'espère que ce débat sur le pouvoir d'achat interviendra en février quand on passera à autre chose, parce que je comprends que c'est une préoccupation des Français, mais pour le moment, cette question du pouvoir d'achat qui est centrale, au moment où les Français sont en train de payer leur vont payer leur facture de gaz, d'électricité, eh bien se retrouve un peu spolié par le débat qui est vraiment très orienté sur la sécurité. Et donc ce manifeste, il sert aussi peut-être à les interpeller eux aussi? Ça sert à interpeller, en tout cas, nos dirigeants. C'est ce que je me suis attelé à faire en rencontrant les candidats, à interpeller les organisations, les corps intermédiaires, en disant c'est un sujet qui est important, auquel il va falloir probablement apporter une réponse pendant la campagne. Une question que je ne vous ai pas posée, Thibault Langsat. Chez Jouve, d'ailleurs, tous les salariés peuvent bénéficier aussi d'une participation dans l'entreprise. Comment ça se passe chez vous? Chez Jouve, tous les salariés, on a un mécanisme d'intéressement avec différents critères, notamment des critères qui portent sur la RSE. On a un critère d'intéressement qui porte sur le No Mail Friday. Donc, vous n'envoyez pas le mail le vendredi, d'abord parce qu'un mail envoyé, c'est une ampoule allumée pendant 24 heures, et ensuite, ça vous permet d'avoir un meilleur work-life balance et de partir le vendredi avec une boîte mail allégée et puis de favoriser les rapports. Donc, c'est un vrai critère dans notre accord d'intéressement. Donc, il y a de l'intéressement, et je pense que cette année sera une bonne année. En revanche, je n'ai pas de participation. Je n'ai pas de participation parce que j'ai des capitaux propres importants et que ma formule de participation ne me permet pas de rétribuer de la participation. Et donc, je vais essayer de modifier cela. Nous avons un FCPI, c'est-à-dire que nous avons un fonds d'entreprise où les collaborateurs peuvent mettre de l'argent versé par l'intéressement sur ce fonds et je peux abonder pour que la dotation soit plus importante. Thibault Langsat, on voulait aussi vous faire réagir aujourd'hui sur l'actualité chargée de ce début d'année, notamment sur les nouveaux protocoles sanitaires mis en place dans les entreprises. D'abord, première question, je ne sais pas si c'est à l'ancien vice-président du MEDEF que je la pose, si c'est à l'actuel PDG. Comment se portent-elles ces entreprises après presque 2 ans de crise sanitaire ? Vous en avez beaucoup parlé sur Bismart, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on a eu une activité qui a été extrêmement dure sur 2020 pour une grande majorité des entreprises, mais un taux de croissance absolument incroyable sur 2021. Et puis un État qui a joué son rôle, qui a soutenu l'économie au travers du chômage partiel et bien évidemment des PGE et de l'ensemble des dispositifs de charge. Et donc on a des entreprises qui se portent plutôt bien, et celles d'ailleurs qui l'auraient dû, dans une logique de sainteté économique périclitée, ne l'ont pas. Quand on regarde la défaillance d'entreprise, elle n'a jamais été aussi faible malgré ce contexte. On avait une dynamique qui était plutôt bonne sur 2022 avec une croissance aux alentours de 3%. Le début d'année nous met dans une position de fragilité parce que si pour le moment on reste sur cette mécanique-là, on voit que dans la restauration, on voit que dans le textile, on voit que dans l'événementiel, on est reparti en arrière. Et donc je suis plutôt inquiet pour certains secteurs auxquels il va falloir que probablement le gouvernement apporte des éléments de réponse, ce qui probablement est en train d'être fait en ce moment par Bercy. Vous, moralement, en tant que chef d'entreprise, vous tenez le coup ?
Oui, en plus, nous, on est dans des activités IT, donc on est moins touchés. Donc pour le moment, on remet l'ensemble de nos collaborateurs en télétravail. Qu'on a déjà fait, donc on a plutôt l'habitude. Moi, ce qui m'inquiète, c'est combien de temps ça va durer, parce que le télétravail, on en voit maintenant les limites en termes de management et puis de richesse créative, d'intuition en entreprise, la richesse que l'on a dans les rapports. Bon, pour le moment, on le fait sans difficulté. C'est intéressant ce que vous dites, on envoie les limites. Vous envoyez déjà les limites du télétravail ? Oui, alors ça me pose, comme on est dans Smart Job, ça me pose un problème. Oui. Parce que moi, je suis en tension de recrutement. Je dois recruter à peu près une centaine de collaborateurs cette année. Et qu'on est sur des marchés en tension, que des collaborateurs qui étaient installés en province, qui avaient une certaine forme de stabilité. Maintenant, le télétravail vous permet de changer de job sans changer de lieu, de domicile, ce qui est une nouveauté. Et donc, on est en train de perturber un ordre établi auquel il faut qu'on se remette en cause. Et puis, nous avons beaucoup de projets qui nécessitent une richesse créative, qui nécessitent que les équipes soient là pour les porter. Et quand vous faites tout en télédistance, eh bien, c'est plutôt une chaîne qui se met en place. Et dans cette chaîne, vous ne mesurez pas forcément l'amont, l'aval. Donc, vous faites votre tâche. Je ne dis pas que ce sont des tâcherons purs, mais on perd le sel de ce management collectif qui, pour une entreprise comme la nôtre, on le mesurera dans un an, dans 2 ans, pas forcément immédiatement. Est-ce que donc ce nouveau protocole mis en place dans les entreprises, donc 3 jours de télétravail par semaine obligatoire, mais il laisse quand même la liberté aux entreprises de décider si oui ou non telle personne peut télétravailler. Donc il y a de la liberté quand même, c'est obligatoire, mais on laisse les chefs d'entreprise libres. Comment on reçoit cette information ? D'abord, moi, ce que je ne comprends pas, c'est la tonalité qui est donnée, parce que le caractère obligatoire, j'ai le sentiment que les entreprises ont plutôt joué le jeu dès le départ, et que quand il a fallu fermer les usines... Rétrospectivement, les entreprises ont joué le jeu. Maintenant, les entreprises, elles sont plurielles. Il y a des grands, des petits, des intermédiaires, des serviciels, industriels, et décréter de but en blanc que c'est 3 jours, ça n'a aucun sens. Et donc, je regrette la position ferme, et je regrette d'autant plus que c'est assorti maintenant de menaces de la part du gouvernement sur des amendes. Bon, je n'ai pas le sentiment que les entreprises ne font pas face à leurs responsabilités. Il suffit de regarder d'ailleurs ce qui se passe à Paris, où plus de 70% des entreprises sont en télétravail quasiment de 5 jours. Allez à la Défense et promenez-vous sur le parvis, ou en tout cas parlez avec les restaurateurs, ou prenez le métro pour comprendre que ça s'est quand même terriblement allégé. Maintenant, le télétravail dans une grande entreprise de province, où vous avez des espaces qui sont complètement différents qu'à Paris, ça n'a pas du tout la même valeur et la même portée. Et une fois de plus, les entreprises ont été remarquables sur les 19 protocoles que nous avons eus, alors un peu moins que l'Éducation nationale, mais nous en avons eu 19. Toutes les entreprises ont fait des dotations de masques, de gel hydroalcoolique, ont revu leurs espaces et leurs salles de réunion. Je ne pense pas que ce soit dans les entreprises où on contamine. Je ne pense pas qu'il y ait des clusters dans les entreprises, ou en tout cas beaucoup moins qu'à l'école ou dans les interactions sociales. Thibault Langsat, c'est le cadre commun aux entreprises qui vous embête, le fait que ce soit un peu la même règle pour tout le monde ? Je trouve que de but en blanc, avec une discussion assez rapide avec les partenaires sociaux, considérant que toutes les entreprises sont à 3 jours de télétravail, si c'est possible 4, dans mon entreprise, j'ai pas de difficulté, voire même de mettre 100% en télétravail. Mais quand vous êtes et puis les process sont déjà bien intégrés. Et alors, ça veut dire que comment vous monitorez tout ça ? C'est-à-dire que vous allez tenir des registres dans les PME pour dire, alors tu es là demain, et si l'inspection du travail, il faudra dire que tu n'étais pas là. Tout ceci n'est pas responsable, et je ne comprends pas pourquoi on s'oriente sur cette voie-là. Maintenant, les entreprises maintiennent le télétravail. En plus, c'est dans leur intérêt de continuer à avoir de la production compte tenu de cette augmentation spectaculaire du variant, à 350 000 contaminations par jour. Donc tout le monde a intérêt à se protéger. Mon point d'inquiétude, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Vous parliez tout à l'heure de la pression. La pression des contrôles, elle est efficace ou pas ? Vous avez 5 000 inspecteurs du travail, pour un peu plus de 3 millions d'entreprises, donc faites la capacité d'intervention. Et je trouve que la tonalité est très bonne. Après, quand vous aurez un inspecteur qui viendra dans l'entreprise constater que vous avez des collaborateurs qui ne sont pas en télétravail, sur quelle base il va se fonder ? Quel est l'emploi qui est facilement télétravaillable, celle qui ne l'est pas ? Et quel est le collaborateur qui dit, moi je suis isolé chez moi, je n'en peux plus, je suis célibataire, mes rapports sociaux sont en partie dans l'entreprise et j'ai pas le moral et je veux continuer à travailler. À lui, on lui dit non. Et alors on va lui dire non, il faut repartir travailler. Non, je pense
Je pense que là, il y a quelque chose qui m'échappe dans la jonction qui nous est lancée, mais je tiens surtout à rappeler qu'une grande majorité des entreprises ont mis le télétravail. Toutes les grandes entreprises ont signé des accords en moyenne de 3 jours par semaine. Bon, ben voilà, c'est plutôt une bonne chose, en espérant que ça ne dure pas, bien que le télétravail, maintenant, va être inscrit dans la durée dans les entreprises. Les derniers chiffres montrent qu'il n'y a pas eu de boom du télétravail depuis la rentrée. Oui, donc le gouvernement est un peu déçu sur la question. Mais je ne comprends pas l'étude Louis Harris, je ne la comprends pas. Vous avez à Paris plus de 5 millions de salariés, et quand vous avez plus de 70% des salariés à Paris qui sont en télétravail, donc ça a augmenté, puisqu'il Paris était à 58%, on est passé à 70%, donc le boom, il a eu là. Puis après, les entreprises sont plurielles, petites, grandes, moyennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir le nombre de salariés, pas le nombre d'entreprises. Sur la mise en place maintenant d'un pass sanitaire obligatoire en entreprise, donc ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, soutenez-vous sur le principe cette mesure, Thibault Langsad? Non, parce que je ne soutiens pas la mesure qui consisterait à demander à l'ensemble de mes salariés chez Jouve s'ils ont été vaccinés de s'ils ne l'ont pas été. Et donc je me sens pour des raisons éthiques Pour des raisons éthiques, et donc j'ai pas à demander, on va dire, de l'information qui relève du caractère privé. Après, que se passe-t-il si un salarié, on va dire, utilise un faux pass sanitaire? Est-ce que j'en suis responsable? Si aujourd'hui quelqu'un me présente une fausse pièce d'identité, j'en suis pénalement responsable de ne pas avoir fait les diligences supplémentaires. Donc j'augmente un risque, j'augmente des points de contrôle, j'augmente des sujets de conflit avec mes collaborateurs, et donc je ne souhaite pas en arriver là. Mais de la même manière que la vaccination en entreprise, c'est quand on en avait parlé, c'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne devrait pas incomber aujourd'hui aux dirigeants. J'ai évolué et beaucoup de chefs d'entreprise ont évolué. Au début, on était très, très, très prudent pour ne pas tomber dans un effet inverse, mais moi j'ai mis sur tous mes sites des tests disponibles pour l'ensemble de mes collaborateurs. J'ai une infirmière, elle fait un travail absolument remarquable d'accompagnement, de suivi des collaborateurs, d'une présence importante. Si elle était en capacité de pouvoir vacciner, je lui donnerais tous les vaccins. Il se trouve que son statut ne lui permet pas de faire ça. Donc, je n'ai pas de difficulté. Là où c'est compliqué pour moi, c'est de dire à tous mes salariés, vous allez me donner votre position et à partir de là, je vous accepte ou je ne vous accepte pas. Comme le font déjà des grands groupes américains. Oui, mais les grands groupes américains sont dans une position différente parce que sur la partie santé, ils peuvent également vous imposer le fait de ne pas fumer, le fait de faire du sport. Et donc, on est sur un système assurantiel américain qui est complètement différent, avec des modalités un peu différentes. Et donc, je ne pense pas que ce soit très bon. Voilà, mais j'espère qu'on dépassera très vite ce débat pour qu'on puisse retrouver la sérénité rapidement. Thibault Langsad, donc dernière question. Qu'attendez-vous donc aujourd'hui, après tout ce qu'on s'est dit, de la part du gouvernement? Est-ce qu'on attend plus de confiance vis-à-vis des chefs d'entreprise, plus de flexibilité? Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans cette période où on est encore en plein rebond là, de l'épidémie? J'attends du gouvernement, mais c'est plutôt sur le fond, plus que sur la forme. Ouais. Je vois qu'il y a un peu de tension sur le pass sanitaire, un peu de tension sur les contrôles, mais moi, ce qui m'apporte le plus, c'est que la mise en place des PGE, la mise en place, la suspension d'un certain nombre de charges, le chômage partiel a coûté beaucoup d'argent. Et je voudrais surtout m'assurer que le gouvernement et que les différents candidats puissent tenir leurs promesses sur le fait que ce ne soit pas un jour les entreprises qui payent. Et donc, il faut garder des entreprises compétitives sur le plan européen et de s'assurer que le déficit social, enfin le déficit qui a été créé notamment sur la partie sociale, eh bien, ce ne soit pas un jour les entreprises qui le prennent en charge, qui nous rendraient moins compétitifs pour l'avenir. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup Thibault Langsad de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le grand entretien dans l'émission Smart Job. PDG de Jouve, je le rappelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, l'employeur ne recrute plus des personnes qui savent faire, mais des personnes qui s'adaptent. Ils sont même aujourd'hui 70% à juger les soft skills, ces compétences comportementales, aussi importantes que les hard skills, les compétences techniques. Ce sont des chiffres d'un sondage Harris Interactive. Johan Russo, fondateur de Praditus, spécialiste de ces compétences comportementales, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous. Johan Russo, on l'a vu, 70% des recruteurs aujourd'hui jugent les soft skills, compétences comportementales, aussi importantes que les compétences techniques. Pourquoi, selon vous, les entreprises valorisent-elles autant
aujourd'hui ces compétences? Alors, comme vous l'avez très bien dit, c'est quelque chose qui est nouveau. Quand j'ai commencé l'entreprise, quand on l'a créée avec Andrés, le cofondateur de l'entreprise, il y a 8 ans, c'était pas du tout comme ça. Les soft skills, c'était vraiment un sujet qui était intéressant, mais réservé à des hauts potentiels, réservé à quelques personnes qu'on voulait accompagner et coacher. Et maintenant, alors évidemment, il y a eu tout un sujet en fait avec des transformations, avec les nouvelles pratiques managériales, et puis évidemment, ça a été accéléré avec tout ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Et on voit que ces soft skills, qui étaient un sujet intéressant, sont devenus un sujet essentiel. Voilà, essentiel, à la fois pour recruter les bonnes personnes, au même titre, voire parfois encore plus importante que les compétences techniques, puisqu'en fait, on va être plutôt sur du potentiel, des aptitudes, en fait, des prédispositions. Et puis également pour les personnes dans l'entreprise, qu'on va faire évoluer, soit dans le même job pour continuer de les garder engagés, soit de les faire évoluer vers d'autres métiers. Et il y a de telles transformations de l'entreprise que les compétences techniques, finalement, ne sont pas importantes. C'est votre capacité à vous adapter. C'est ça, c'est la capacité d'adaptation, finalement, qui ressort aujourd'hui. Ce que cherche aujourd'hui un dirigeant dans ce monde qui évolue très vite, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. C'est quelqu'un qui est agile, qui est ouvert à l'expérience, qui est curieux. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'ouverture à l'expérience, c'est un prédicateur en fait important de cette agilité digitale dont on a besoin, de cette agilité au travail. Ça a été montré par des recherches qu'on a faites récemment, là, donc une étude académique qu'on a sortie en novembre dernier. Et on voit que à la fois les soft skills, ça regroupe pas uniquement en fait l'efficacité relationnelle ou managériale. C'est tout un sujet en fait qui est assez vaste. L'efficacité individuelle, la manière dont je me comporte, la manière dont j'ai cette capacité à faire les choses, la manière dont je me comporte avec les autres, l'efficacité relationnelle, et puis après il y a des sujets managériaux, et puis plein de nouveaux sujets, la diversité, l'inclusion, l'innovation, la transformation, donc ça recouvre énormément de sujets, mais qui sont maintenant au centre de toutes les politiques d'entreprise. C'est plein de sujets, donc ça s'apprend, Johan Rousseau, c'est pas inné. Le recruteur, il a peut-être besoin d'une formation pour comprendre aujourd'hui comment ça marche, comment identifier, comment savoir identifier telle ou telle compétence chez le salarié ou la personne qui se présente devant lui. Alors, il y a deux choses. Il y a des prédispositions qu'on peut avoir. C'est pas juste un feeling. Exactement. Alors, mais il y a bien deux choses. Il y a des prédispositions qu'on peut avoir et des intérêts du potentiel. Et puis après, il y a ce qu'on appelle, nous, les comportements visibles, c'est-à-dire la manière dont vous vous comportez au quotidien. Ce qui va être intéressant, alors en particulier avec la solution qu'on a développée depuis 8 ans, Praditus, mais également d'autres approches, c'est qu'on va pouvoir évidemment regarder les comportements visibles. Comment je gère telle personne, comment je gère telle situation difficile, est-ce que je vais jusqu'au bout des choses, est-ce que je sais mener des projets, est-ce que je sais être ensemble, en fait, gérer des personnes difficiles, etc. Mais également, quand on va avoir des étudiants, quand on va avoir des personnes qui ne sont pas forcément identifiées clairement sur un nouveau poste ou sur un nouveau métier, on va aller chercher le potentiel. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des prédispositions. On peut avoir une empathie, on peut avoir une écoute active. Moi, peut-être, je travaille dans un métier, mais j'ai une écoute active, j'ai une empathie, j'ai cette capacité à créer du lien qui fait que peut-être demain je deviendrai journaliste. Et à ce moment-là, en fait, c'est des prédispositions. Et ces prédispositions, on va pouvoir aller les détecter de manière assez unique, en fait. Et évidemment, les identifier, les détecter. La technologie aide beaucoup là-dessus. Et les valoriser aussi, c'est ça. On sait qu'on a ça, peut-être quelque chose de ça en nous, mais on ne sait pas vraiment le valoriser. On ne sait pas forcément à quoi ça va nous servir. Vous servez à ça aussi. La première étape, c'est de lire en soi-même. Voilà. C'est de cette capacité d'accepter, de comprendre, de se découvrir, de savoir dire les choses, un peu comme un miroir. Et puis après, il va falloir travailler. Évidemment, mais travailler en tenant compte de nos prédispositions, de nos forces et des facteurs limitants. On n'est pas souvent, en France, on a toujours cette idée de travailler sur les points faibles, mais vous savez qu'il y a cette approche américaine ou anglo-saxonne, on va dire, qui est de travailler sur nos forces, sur ce qui fait notre différence. Alors évidemment, quand on est jeune, on peut toujours se dire, oui, il y a quelque chose en fait qui ne va pas, donc on va essayer d'améliorer. Mais après, ce qui fait vraiment notre différence dans le monde professionnel, c'est déjà des éléments sur lesquels on a des prédispositions importantes et qu'on va aller évidemment pousser dans l'excellence. Donc, tout ça, ces prédispositions, après, on va aller travailler, et c'est ce qu'on propose d'ailleurs, en fait, d'accompagner et de développer les comportements pour que ça s'exprime de la manière la plus efficace possible. Donc vous travaillez, vous le disiez, auprès des entreprises, vous intervenez même plus tôt aujourd'hui auprès des étudiants dans les écoles. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi il faut le faire le plus tôt possible, en fait, peut-être, c'est ça ? C'est vraiment une dynamique, ces soft skills, ces comportements qui infusent l'ensemble du monde professionnel au sens large. Alors, on l'a vu dans les entreprises, mais vu les problématiques
d'anticipation auxquelles font face ces entreprises, on est évidemment obligé d'adopter ces nouvelles pratiques également au niveau des étudiants. Donc nous, par exemple, pour vous donner quelques exemples, 2 exemples concrets, le premier point, sans parler de recrutement, on travaille déjà avec l'ensemble du groupe INSEC, qui s'appelle maintenant Omnes Éducation, et pour l'ensemble de leurs écoles, donc il y a plus de 17 écoles de commerce et d'ingénieurs, ils ont choisi de déployer notre solution, mais c'est juste pour illustrer le point, à l'ensemble des étudiants pour les sensibiliser sur ces sujets-là. Donc ça fait partie du cursus pédagogique éducatif. Un deuxième exemple, là plus dans une logique effectivement de recrutement, Industrit, qui est l'école de formation du groupe Total sur les métiers de l'industrie, ont choisi Praditus pour pouvoir identifier les fameuses prédispositions des étudiants, enfin des candidats, et de ne pas les recruter justement sur un CV où peut-être ça serait assez pauvre. Et on va aller sélectionner justement sur la curiosité, sur l'envie de faire, sur la persévérance, la planification, donc des sujets qui sont importants dans les métiers de l'industrie. Et on va aller détecter ce potentiel. Donc on voit que ça infuse à tous les niveaux et c'est plutôt une bonne chose. C'est un enjeu d'employabilité, c'est ce que vous nous dites. C'est aussi un enjeu peut-être de bien-être, de mieux se connaître finalement. C'est mieux savoir où on va aussi, c'est être plus serein, surtout à un âge quand on est étudiant et qu'on s'embarque dans la vie professionnelle. C'est aussi un enjeu de bien-être finalement. Il y a un enjeu de bien-être. Alors il y a 2 choses. Il y a le bien-être et l'engagement. Ouais. Le bien-être parce que évidemment dans les soft skills, on pourrait dire par exemple la gestion du stress quand on a beaucoup de travail. Bon, ça on le sait pas forcément quand on est étudiant, mais après quand on commence à avoir beaucoup de travail, quand on commence par exemple à faire face à des ordres contradictoires, etc. Bon, il y a plein de choses dans l'entreprise, on le sait, qui font que ça peut créer du stress. Et à ce moment-là, le fait de bien gérer la manière dont on se comporte, la manière dont on se comporte avec les autres, va diminuer ce stress et savoir en fait faire avancer les choses dans la bienveillance et la coopération, la cooptation, tout ça, ça va nous permettre d'être mieux au travail. On parle de ce bien-être-là, on ne parle pas là de faire du sport ou quoi. Donc, mais il y a des techniques justement qu'on peut adopter par rapport à soi. Et peut-être que la manière dont nous deux on gère des situations stressantes n'est pas la même. Donc d'où l'importance de bien se connaître. On n'aura pas les mêmes besoins, les mêmes niveaux d'acceptation et les mêmes techniques. Et puis, il y a un deuxième point, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'on voit que des mauvais comportements, je ne parle pas de comportements déplacés, je parle simplement de mauvais comportements, quelqu'un qui ne prend pas de décision, quelqu'un qui ne crée pas la confiance, quelqu'un qui ne dit pas les choses, ça va créer un désengagement, ça va créer des mauvaises prises de décision. Ça encore, quand on est étudiant, on ne le sait pas forcement, mais dès qu'on commence à avoir 5-10 ans d'expérience professionnelle, on sait tout de suite de quoi je parle. Et on sait que toutes ces tous ces petits mauvais comportements vont créer un désengagement progressif dans l'entreprise. Et donc tout ça, c'est des sujets maintenant qui sont pas forcément le premier sujet d'un DRH, mais clairement dans les top 3 systématiquement des entreprises. Johan Russo, dernière question. On peut développer ces soft skills tout au long de sa vie? Est-ce que des fois s'en rajoute après 10 ans d'expérience? Est-ce que ces compétences peuvent se développer? Voilà. Est-ce qu'on arrive à les développer tout au long de sa carrière? Alors heureusement, oui. Évidemment. Alors je pense qu'il y a besoin évidemment de commencer à travailler. On est dans les soft skills de la vie professionnelle. On peut avoir aussi des soft skills dans la vie personnelle, mais c'est un autre sujet. Et puis au fur et à mesure, on se fait sa propre expérience professionnelle qui va permettre de capitaliser et de comprendre ce qu'on doit améliorer. Moi-même, quand j'étais chez eBay, j'ai beaucoup travaillé, mais je découvrais le sujet. Et puis après, il y a un peu de maturité, de seniorité. Maintenant, on travaille de plus en plus avec des directeurs d'usine, des gens qui ont 30, 40 ans d'expérience professionnelle. Et on voit qu'il y a toujours des choses à améliorer, à développer. Donc c'est quelque chose, en fait, un peu comme le vélo, c'est tout au long de la vie. C'est infini. Merci beaucoup, Johan Russo, d'être venu sur le plateau de Smart Job, fondateur de Praditus, expert donc des compétences comportementales. Ces soft skills tellement importantes aujourd'hui en entreprise pour bien évoluer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Merci à Fanny qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Job. Très bonne journée à tous sur Bismart et à demain.